Bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e épisode des Mouettes. Hola chicos. Aujourd'hui, petite émission spéciale, puisqu'on va avoir un invité qui va arriver, mais pas tout de suite. Voilà, c'est un petit test, on va voir si ça va marcher, si les enregistrements vont se faire correctement. Ça se trouve, ce sera un échec cuisant, mais on espère que ça va vous plaire. Donc on veut commencer cette émission par des petits remerciements à des gens formidables qui nous ont grave aidés Deux personnes ces derniers jours. Exceptionnelles. Voilà, donc je vais commencer par Flo qui nous a aidés sur un peu la globalité de nos enregistrements, etc., qui nous a donné des super bons retours, qui nous a aidés sur le montage, sur le son, sur plein de trucs. Donc merci à Flo. Ouais, merci de ouf. On va vous mettre donc son lien de son book en barre d'infos parce qu'il fait quand même des trucs assez ouf. C'est très très cool. Ouais, ultra cool, mais on dit pas plus parce qu'il faut cliquer pour voir ce que... la surprise. On va aussi remercier Kliman qui nous a aidé à étalonner le son de la 2e vidéo et qui nous aidera pour la suite aussi pour étalonner les podcasts. Merci beaucoup à vous deux d'être intervenus et de votre aide. Sans vous, on s'en serait pas sortis, donc merci les gars. Ouais. Et allez aussi cliquer sur le lien de Kliman du coup qui fait de la musique, qui est beatmaker et il fait plein de trucs, il est trop cool. Donc allez voir tout ce qu'il fait, c'est trop bien. Et si jamais vous avez besoin d'un beat, voilà, appelez Kliman. Exactement. Voilà. Merci beaucoup les gars. Bon, on va mettre en place le setup pour recevoir notre invité. On revient vers vous pour voir si ça a marché ou pas. Donc rebonjour tout le monde, on est ici du coup pour faire notre débat avec notre invité qui va se présenter maintenant. Donc la Beteux, on te laisse te présenter vite fait ce que tu fais dans la vie et tout ça quoi. Ok. On raconte un petit peu ce que t'as fait. Bonsoir à toutes les deux et puis aux futurs auditeurs, moi c'est la Beteux. Dans la vie, je viens de finir mes études, je travaille principalement dans la logistique internationale. Pour des grandes marques et puis donc du coup de la prestation de services et puis parallèlement à ça avec le sujet qu'on va aborder ce soir je consacre du temps à ma passion, à savoir le dessin et puis à m'exprimer avec un stylo et du papier. Ok, cool, trop bien. Du coup on va tout de suite partir sur le débat qui est un débat du coup que j'ai proposé parce que du coup on est tous passionnés par l'art ce soir à n'importe quel moment vous écoutez ce podcast. Et du coup, le débat c'est est-ce que en 2020 c'est encore possible du coup de vivre de sa passion et en fait de vivre que de ça, d'être artiste à part entière. Parce qu'avec Cassandra, on prend le pari de vivre de notre passion. C'est un peu en échec pour le moment, on va pas se mentir. Mais nous, on a pris ce risque-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas privilégié l'argent, on a envie de vivre de notre passion, c'est-à-dire personnellement la mode, l'art, etc. Ouais, pour l'instant c'est vrai que c'était un sacré c'est échec. Beau. Donc c'est beau, d'où... ouais c'est beau, d'où le débat parce que c'est vrai que c'est assez difficile, surtout par les temps qui courent quoi, de se consacrer qu'à ça. Donc du coup la Betteuse, si tu veux nous donner ton avis sur la question. Donc la question c'est bien de savoir si aujourd'hui on peut en vivre de l'art. Ouais, c'est ça, si tu peux faire que ça de ta vie et genre en mode juste par exemple être artiste peintre ou quoi, enfin juste vivre de ça. De manière un peu fermée je te dirais oui, parce qu'aujourd'hui notre génération elle a accès à plein de supports de création et puis surtout de diffusion, donc c'est facile de s'exprimer et de le faire savoir aux autres. Après comment en vivre et si on peut en vivre, là c'est un autre débat, c'est de savoir où tu mets le curseur dans ta passion. Il y a un moment genre... si tu as envie de t'exprimer, il y a un aspect mercantile à aborder, c'est de savoir c'est comment tu le diffuses et quelle cible. Et si tu peux derrière vendre au bout d'un moment ce que tu fais, ou en tout cas tout le storytelling et le personnage que tu es. Mais ouais, bien sûr. Ça après c'est un peu plus complexe. Je voulais juste rebondir par rapport à toi, parce que du coup tu vois, toi genre par exemple c'est un truc que tu kiffes trop, enfin je le sais, tu vois, de dessiner tout ça. Et je voulais savoir du coup, tu sais, un peu ce qui te motive, enfin... justement ce qui t'a pas motivé à genre vivre que de ça, tu vois. À rentrer dedans. Parce que en vrai c'est ta passion, ouais c'est ça, genre à devenir vraiment dessinateur, faire vivre de ta passion en fait. Même si t'as un taf machin, de vivre de ce qui te fait un peu vibrer dans la vie. Non si tu veux, genre moi le dessin c'était un truc tu vois, que j'aimais bien faire quand j'étais petit dans ma chambre et tout. Enfin c'était une activité comme une autre, et puis au lycée quand j'ai découvert le travail en atelier, genre j'ai surkiffé. Et puis après, juste le choix des études s'est posé. Il y a eu un moment où je me suis dit, est-ce que je pars vraiment là-dedans ou dans des études un peu plus classiques, et
pense que j'ai fait le choix pour me rassurer en me disant vaut mieux que je passe dans un circuit classique, universitaire, et puis enfin tout le circuit école qu'on connaît. Parce que j'avais peur de pas trouver une application professionnelle à tout ça. Et j'étais pas dans... Enfin, à l'époque, dans ma tête, je m'étais dit... au-delà du niveau et tout, genre j'ai pas le courage, tu vois, d'essayer de communiquer autour de ce que je fais et d'essayer d'en vivre pleinement à 100% de manière indépendante. Ouais, t'avais pas envie de galérer genre pendant X années, en général dans tout ce qui est métier artistique, c'est que genre pendant des années avant de percer en fait, t'as trop de temps où tu galères, où tu fais passer d'argent, où t'es obligé de prendre un taf à côté. Et ouais, justement en fait c'est ça le frein un peu à beaucoup de gens. Bah il y avait ça, tu vois, et puis en plus de toute manière dans la manière dont j'abordais le dessin et puis du coup de la manière dont j'abordais l'art de mon côté, genre je m'étais toujours dit il faut une application professionnelle, tu vois, à tout ça. Et je m'étais jamais posé la question de savoir si pleinement je pouvais vivre juste du dessin, tu vois, genre vendre mes dessins ou les exposer, ou ça c'était pas... à l'époque c'était pas du tout... c'était pas dans tes options, genre. C'était pas dans la portée du tout que je voulais donner à cette activité-là. Et je pense que pour me rassurer, je suis parti dans les études classiques en me disant que je serais capable d'en consacrer du temps à côté et conditionner, tu vois, genre le plaisir avec le dessin. Et après, c'est au fur et à mesure des années, tu vois, c'est difficile de concilier tout le temps que tu consacres à tes études, la passion. J'ai oublié ça pendant un peu de temps. Et là, avec le coronavirus et tout, j'y reconsacre plus de temps parce que j'ai envie d'y retrouver. Parce que moi, personnellement, contrairement à toi, j'ai pris ce parti pris de faire mes études un peu safe. C'est que j'ai fait un bac général, j'ai fait un bac S. Mais... un bac S aussi, hein. Oui, ouais. Mais en fait, c'est après ce bac S, moi, concrètement, ces métiers rassurants, sécurisants, je me voyais pas dedans parce que déjà, en bac S, rien que là, je suffoquais de pas pouvoir créer et de pas pouvoir faire un truc de moi-même. Et ça, forcément, je voulais avoir un métier où je faisais quelque chose de mes mains et qui avait une finalité de création. Ouais, tu puisses t'exprimer. Exactement. Okay. Mais vraiment, le fait de pouvoir créer quelque chose de mes mains, c'était ultra important pour moi. Et je me voyais pas du tout, même si c'était plus rassurant et sécurisant, faire un autre métier. Enfin, le truc, c'est que, tu vois, nous, par exemple, on a fait ce parti de foncer, tête baissée, vas-y, on fait de l'art, on crée, machin. Et au final, on est en train de se dire, est-ce que du coup, là, on n'est pas un peu obligé de prendre un taf un peu annexe, genre un taf alimentaire ou un taf en vente, en fait, pour faire de l'argent, parce que là, clairement, il n'y a pas de taf, on s'en sort pas. Est-ce que c'est pas un truc genre auquel beaucoup de monde, au final, est confronté, tu vois, de se dire, putain, on a choisi la voie passion, et au final, maintenant, on est obligé de se rediriger vers un truc plus cadré. Après, faut pas le voir comme un problème, hein. Tu sais, tu vois, ça dépend où tu mets le curseur. Genre, il y a un moment, tu sais, pour ton confort personnel et puis ta vie, en fait, genre, t'es obligé de trouver un taf alimentaire, c'est sûr. Mais après, c'est un compromis à avoir. Tu consacres une partie de ton temps. C'est une première étape. Ouais, c'est ça en plus. C'est du court moyen terme. Tu t'y consacres une partie de ton temps pour te mettre en sécurité et puis pouvoir vivre ta vie quotidienne. Puis derrière, tout ce qui te reste, c'est toi et ta passion. Tu vois, ça sera ta réussite, tes échecs. Moi, je crois que le plus important, tu vois, quand tu veux vivre de ta passion, c'est d'en avoir conscience que ça va être dur, déjà, surtout dans l'art, parce que c'est un truc où personne t'attend sur le marché, et c'est un peu genre toi et ton expressivité, si ça va toucher les gens, s'ils sont prêts à acheter ou juste à regarder et à s'intéresser à ce que tu fais. Parce que quand on dit art, c'est vraiment, on prend un peu tout ce qui est vraiment artistique, c'est au sens vraiment large. Tu vois. Là, j'ai une vue un peu étriquée, parce que du coup, je suis concentré, tu vois, sur ce que moi je fais. Le dessin, et je t'avoue que des fois je prends pas tous les supports en compte, mais en gros c'est un peu toi et ta chance, et c'est le plus important, c'est de savoir si tu sais la cultiver ou pas, tu vois, c'est de créer des opportunités en mettant en mode projet. Ouais, bien sûr, mais tu vois, genre moi il y a un truc où je trouve, tu vois, aujourd'hui justement tu disais tout à l'heure par rapport à tous les supports qu'on a, tu sais, même pour juste diffuser ce qu'on fait, est-ce que justement c'est pas encore plus compliqué, parce que tu vois, genre maintenant Instagram, enfin il y a une quantité d'artistes, genre en mode c'est infini, tu vois, il y a trop de monde. Et s'ils le font, c'est qu'il y a un moment, c'est que ça marche. En gros, c'est sûr que t'es noyé dans la masse, c'est clair. Il y a un moment, il faut aussi te singulariser et trouver une cible dans ce que tu fais. Mais c'est quand même le support le plus efficace, où tu prends une plateforme un peu plus classique comme DeviantArt, pour des mecs qui veulent faire un peu des répertoires perso et le montrer aux gens. C'est des plateformes qui, genre, le support digital, il est indispensable aujourd'hui, je pense, et indissociable pour vivre de l'art, en tout cas. T'es obligé d'avoir ce support-là, et je pense pas que de manière t'aies besoin de regarder les autres, faut se concentrer sur toi et ce que t'es capable de donner pour toi-même, et après... C'est trop beau ce que tu dis là, Beteux. C'est bon, c'est bon. J'ai des larmes qui coulent.
Non, je suis très d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire parce qu'on a une copine d'école, connaissance d'école qui a tout quitté maintenant qui fait de l'illustration et c'est vrai qu'elle explique sur son Instagram que c'est grâce à Insta qu'elle trouve des contrats, qu'elle trouve de quoi manger et aujourd'hui elle vit de l'illustration alors qu'elle a commencé son activité il y a 1 an et demi. Donc c'est possible. Après moi ce que je pense c'est que si in fine tu veux créer quelque chose de très très gros, il va falloir passer par des étapes de création peut-être un peu moins glamour. Par exemple, l'illustratrice que je connais, dont on avait parlé ici, qui a fait l'Inktober Challenge et qui a vendu ses illustrations 240 on peut dire son Instagram comme 240 € l'illustration originale. Donc c'était @ ici sur Insta, mais on vous mettra en barre d'infos de description. Ouais. Vraie youtubeuse ou pas. Non mais elle est passée, avant de faire de la BD, elle est passée par l'illustration, le graphisme, etc. Donc je pense qu'il y a des métiers un peu... En fait, il faut être prêt à toucher à tout. Exactement. Pour pouvoir après atteindre ce que tu veux faire. Parce qu'une BD, c'est un gros projet. Ah oui, c'est clair. C'est tu hyper peux pas le bouché, faire en partant de rien, quoi. Mais après, si tu commences en faisant des logos, des designs, etc., mais il va falloir un moment, comme tu dis, faire un taf pour bouffer. Ouais. Et chacun son niveau de taf pour bouffer, quoi. Mais ça justement, tu vois, moi ce qui m'intéresse en fait c'est parce que en fait je trouve que c'est hyper décourageant de même de faire autant d'études et au final de se dire genre en mode t'as fait tout ça et tu dois bosser genre peut-être je sais pas 5-6 ans, enfin le temps de trouver un truc en fait qui te permette de vivre au final. Et de se dire putain, en fait je pense qu'il y a énormément de gens qui doivent se décourager. Après vous là vous arrivez dans une période aussi où c'est normal que vous posiez toutes ces questions et que ce soit difficile, tu vois. Vous avez parlé d'échecs tout à l'heure, mais on est parti sur une année blanche avec le coronavirus, il y a peu d'opportunités. Après clairement pour moi c'est le plus important quand tu veux vivre de l'art, c'est juste avoir conscience que c'est dur comme je l'ai dit tout à l'heure et d'avoir envie de se créer des opportunités, tu vois, genre il y a une part de chance là, dans ce milieu-là où l'opportunité elle tombe dessus et c'est à toi de la saisir et après de savoir la cultiver pour que ça marche. Une personne qui vend 240 € une illustration, elle a consacré énormément de temps, je suppose, quand même à communiquer au cours de ce qu'elle faisait, que ce soit dans son cercle familial ou pro. Et à la fin, si elle arrive à le faire, tu vois, et à en vivre, c'est parce que elle y a consacré du temps, elle a mis le curseur là où il fallait le mettre. Exactement. Non mais vraiment t'as raison là-dessus, c'est que si aujourd'hui elle arrive à vendre, parce que faut préciser que toutes ces illustrations sont sold out, donc ça fonctionne. Et en plus vite du coup. Et parce vite, que tu m'as montré ça début moi novembre, j'ai vu son post Insta, j'ai cliqué, c'est déjà sold out alors que genre je vais tout le temps sur Insta. Et elle a combien de followers ? Une semaine. Elle a combien de followers ? Je vais te trouver ça. Mais c'est une personne qui a fait 3 BD, qui est un peu connue parce qu'elle profite aussi... On peut dire qu'elle a déjà eu son moment de... Genre, elle a percé, elle a réussi. Ah non, maintenant, c'est passé, c'est genre maintenant, elle est installée dans le milieu, elle est connue. Excuse-moi, elle a 48 000 abonnés. Ouais, tu vois, elle a une communauté, tu vois, il y a des gens qui sont prêts à la suivre. Non, mais ça, de toute manière, c'est très beau ce qu'elle fait. Hein. Tu vois, genre, on peut parler de l'art en mode savoir-faire technique, ce que t'es capable de produire et de... Enfin, quel que soit le support pour t'exprimer, mais je pense que le plus important au final c'est le faire savoir. La communication elle est indispensable, si tu veux vivre de ça, faut le faire savoir et diffuser à blanc et consacrer limite plus de temps là-dedans qu'à ta discipline, tu vois, personnelle. C'est vraiment, je pense, tu vois, le délire community management, le marketing, le storytelling, toutes ces conneries communicatives qu'on entend aujourd'hui, mais elles prennent sens dans l'art où tu vas devoir consacrer un temps fou pour que les gens te regardent. Plus on te voit, plus les gens pourront être sensibles à ce que tu fais et en même temps seront prêts à t'écouter. Faut se créer des opportunités et du coup ça passe par la diffusion, quoi. Insta ou DeviantArt ou des plateformes comme ça, c'est indispensable. Même s'il y a du monde dessus, faut s'y mettre. Justement, c'est hyper dur de, en gros, créer sa communauté aujourd'hui. Ouais. Enfin, il y a qu'à prendre par exemple, le nombre, c'est vrai que les tatoueurs par exemple, il y en a énormément. Et t'en as beaucoup au final qui stagnent à genre 1000-2000 abonnés et au final qui ont pas assez pour se créer la communauté, pour percer, pour devenir vraiment, tu sais, vraiment s'imposer dans le milieu, tu vois. Parce et je pense que c'est trop nombreux. Ouais, mais c'est ça, mais c'est comme au final les illustrateurs, les dessinateurs, à part si t'as vraiment un style jamais vu ou vraiment t'as une patte à apporter, je trouve que t'as très peu de monde au final qui sort du lot et vraiment arrive, comme la fille que t'as citée, qui arrive à avoir genre 40 000, enfin même plus de 10 000 abonnés en général. Souvent les gens stagnent à 1000, 2000 et tu sais, en vrai il y a trop de... Je trouve qu'il y a trop d'offres comparé au final à ce que toi tu peux ingérer en termes d'art et c'est comme la musique, tu vois. Aujourd'hui il y a tellement de monde qui fait de la musique, tu peux pas tout streamer, tu peux pas tout écouter.
Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont stagner il y a beaucoup de monde qui va stagner en gros à qui vont avoir quelques personnes qui vont les écouter et au final ça leur suffit pas pour surtout qu'on t'oriente souvent dans les choix d'écoute ou pour le stream ou pour Insta, tu vois, c'est des recommandations en fonction des contenus que tu vois, mais forcément c'est ceux soit qui achètent. Ouais, mais tu vois, ils vont mettre en avant les gros. Ils vont pas te mettre en avant toi si tu fais ta page avec 200 ouais, mais sur beaucoup de plateformes, tu peux acheter de la visibilité, tu vois, tu peux payer ta mise en avant, c'est un service qui te permettra peut-être, c'est un investissement et aussi un coup de poker, tu vois. Ouais, c'est de la pub. Ouais, c'est ça. Enfin, de toute manière, tu vois, tu parlais de différenciation et de singularité, tu vois, des artistes, et qu'aujourd'hui c'était difficile de se démarquer des autres. Mais c'est un peu le propre déjà de l'art d'essayer d'avoir sa propre patte et d'apporter son style. Surtout dans le milieu du tatouage, tu vois, tu peux faire un style courant, mais souvent, tu vois, les personnes qui marchent dans ce milieu, c'est des gens, surtout sur Instagram, c'est des gens qu'on soit une personnalité très forte et un personnage qui plaît aux gens, ou sinon vraiment un travail qui est reconnu parce qu'il est unique. Tu vois, si tu prends l'exemple je vais revenir loin en arrière, les impressionnistes, il n'y avait pas Instagram, tout ça, tu vois, mais au final, ils faisaient tous plus ou moins le même style de peinture, puisqu'on a regroupé ça dans un style. Moi, je trouve, sans déconner, tu les regardes, au final, quelqu'un qui s'y connaît pas forcément, il va pas avoir de différence particulière. Ça va être un style de peinture, ça va être une manière de peindre, et il y aura pas vraiment une singularité extrême. Pourtant, ils ont tous ces perches. Tu vas avoir beaucoup de gens qui vont faire exactement le même travail, et justement, il y en a un qui va percer, pas l'autre, alors qu'avant, je trouve que c'est peut-être plus easy, je sais pas, justement. Bah, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont crève la dalle, hein. Tu parlais des impressionnistes, tous. Le nom, non mais ils sont connus quand ils sont morts, quoi. Mais ouais, voilà, c'est une fois qu'ils sont morts que leur travail est reconnu. Ça, c'est un peu, bon, j'avoue, c'est un peu douloureux, quoi. Moi, ça me ferait chier. Mais là, justement, c'est une chance aujourd'hui tout ce qu'on a. T'imagines, à l'époque, ils pouvaient compter que sur leur talent, ou tu vois, une petite ouverture de réseau, je sais pas comment le dire, tu vois, pour essayer de se faire connaître, mais ça restait, c'était minime en termes d'impact. Là aujourd'hui, tu peux être au fin fond de la Creuse, tu postes sur Insta, tu peux avoir de la visibilité à travers le monde. Bon après, peut-être faut pas prendre l'exemple vitrine en mode avoir 200 000 followers, ça c'est des coups de chance ou des coups de génie. Mais tu vois, c'est des cas qui arrivent peu fréquemment, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est surtout les gens, tu vois, tu parlais de 2000 abos, mais les tatoueurs, ils en vivent, ils ont une petite communauté, ça se trouve c'est leur clientèle qui les suit. Bah ça dépend quel artiste. Après si tu prends vraiment, on parlait d'art plastique, artiste peintre par exemple, aujourd'hui des artistes peintres, moi j'en ai rencontré quelques-uns, et ils galèrent mais à l'infini. Après ça se voit qu'ils sont dans une création etc, mais c'est des gens qui ont déjà de l'argent. Mais quel support ils utilisent? Moi, j'avais rencontré une peintre et un peintre plasticien, etc. Ils faisaient des installations. Et leur projet était ultra intéressant, mais par contre, c'est des gens qui ont vraiment de l'argent. C'est-à-dire qu'ils peuvent vivre et créer toute la journée, et le soir, ils rentrent chez eux, ils ont déjà des sous. Ça, c'est un vrai bail. C'est-à-dire que ils peuvent se permettre de créer parce qu'ils ont de l'argent. Oui, ils ont le côté, la sécurité financière déjà acquise. Si t'as pas de sécurité financière aujourd'hui, pour être peintre, il faut soit que tu t'arraches et comme tu dis toi, à créer sa communauté et s'obstiner, parce que oui, bien sûr, tu peux t'arrêter au bout d'un moment. Instagram, c'est compliqué de constituer sa communauté. Mais une fois que t'es dedans, il faut persévérer pour avoir de plus en plus. Mais aussi, c'est surtout se détacher de la discipline, hein. Genre, il y a un moment, si tu veux en vivre, faut avoir il y a le côté mercantile qui se pose sur la table, et il faut trouver un support qui te permet de le diffuser, au-delà de l'image que tu as. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus, parce que je pense que, justement, le fait de aujourd'hui, tout le monde sait tout faire, on perd certaines choses. Surtout quand t'es dans un truc vraiment artistique, plastique, de création, le fait de faire tout, ça te retire un petit peu de cette dimension d'artiste en fait. Ouais, de la phase de création. Ouais, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde fait tout et... En fait, il faut être hyper productif pour en gros être sur Insta et tout ça quoi. Tu peux pas juste consacrer 2 mois à... En fait, genre le truc de Insta c'est qu'il faut poster hyper régulièrement. Ouais. Et par exemple, tu veux vraiment te consacrer à une œuvre, un vrai truc, tu vois, une vraie installation... Genre ça veut dire que ça va te prendre au moins quelques mois, voire quelques années pour certains, tu vois. C'est-à-dire que tu postes rien pendant des années. Genre il y a que, faut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent pour faire ça. Non, ou juste avoir un support efficace. C'est de se dire, des tableaux ça se vend pas, mais je vois que j'ai du monde qui regarde ce que je fais.
bon bah ok, et, au lieu de mettre des tableaux et espérer les vendre à 1500 balles parce que j'ai travaillé 200 heures dessus et que j'ai envie d'avoir un retour sur investissement, je peux floquer des t-shirts et si esthétiquement ça plaît, je les mets dans un support où les gens je peux acheter dans un certain volume, ou sinon des sérigraphies. Enfin, tu vois, l'aspect mercantile, il est inévitable si tu veux vivre de manière indépendante de ton art et de... Non, mais bien sûr, il y a beaucoup de gens qui font ce que tu dis, qui essayent de monétiser certaines choses qui ne l'étaient pas avant. Mais en fait, j'ai l'impression, aujourd'hui, pour avoir parlé plutôt avec des photographes, c'est que aujourd'hui, tout le monde peut être photographe, peut être... Tu regardes une vidéo et tu regardes une vidéo, t'as l'application, etc. Sauf que photographe, c'est un réel métier et il y a certaines personnes qui se retrouvent à avoir fait des études de photographie et qui veulent devenir photographe, sauf qu'avant, t'es obligé de passer par être assistant studio, assistant photographe. Tu passes par tout ce truc-là hyper difficile, des heures et des heures à bosser, et là t'as une Instagrammeuse qui met une photo et qui se fait passer pour une photographe. C'est ça aussi, cultiver sa chance. Genre, tu peux pas être de manière terre à terre à te dire j'attends après une entreprise ou une opportunité professionnelle. La plupart des gens qui arrivent, ou en tout cas les exemples vitrines, qui arrivent à s'émanciper et à vivre pleinement de ça, c'est des gens qui étaient en mode projet, de manière très autodidacte, hyper proactifs pour eux-mêmes. Et c'est des personnes qui ont compris qu'à un moment, il fallait pas être uniquement dans l'émotion et qu'il fallait être très terre à terre avec son expressivité et puis son art, et qu'il fallait être efficace dans son travail et voir ça comme un travail. Genre, moi je trouve ça triste. Ah, triste, moi aussi, oui, parce que du coup tu perds le premier truc de pourquoi on crée, tu vois. En fait tu perds l'innocence, tu vois, de genre juste tu t'installes et tu crées un truc et tu sais pas où ça va. Faut pas non plus maintenant faut complexer. réfléchir à tout à l'avance et je trouve que ça devient trop robot, tu vois. Au final tu t'as plus la spontanéité que t'as de base, quoi. C'est que tu perds tout. Maintenant tu penses à dire que pour être artiste faut aussi avoir des notions de marketing, c'est de clair. machin, mais à l'époque elle veut ça, de community management, mais je trouve que tu perds du coup la beauté de l'art, justement, de la création. Et du sens. Tu peux pas miser que sur ta chance et sur des gens qui seront prêts à mettre à un moment des sous dans genre ton support, ta peinture, ta musique ou des trucs comme ça. Mais pour nous qui avons fait des études exclusivement de création et essayer de s'épanouir là-dedans, de se développer là-dedans, c'est difficile d'avoir un aspect global de la chose et de penser marketing, communication. Vous le voyez pas en école, ça ? On le voit un peu, et même on le sait parce qu'on on a grandi avec les réseaux sociaux, mais il y a ce côté-là aussi où moi personnellement, si je crée quelque chose, j'ai pas envie que ça soit à moi de réfléchir à tout. En fait, tu veux pas être pollué par. En fait, tu vas être vraiment à fond dans ton processus créatif et pas en fait penser au truc. Je veux dire, c'est chiant, tu vois. Et aussi, il y a plein en fait, nous, on a tellement d'informations qu'on n'a pas non plus, parce que quand tu parles, ça se voit. Nous, on n'a pas du tout la même vision parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes codes non plus dans la vie. C'est-à-dire que on n'a pas fait les mêmes métiers et je pense que chaque métier apporte une vision. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que du coup, dans tous les cas, quand t'es créatif, faut toujours bosser avec des gens plus terre à terre. Parce que toi, t'as pas toute cette globalité, toute cette vision globale en général, même du monde, de comment ça fonctionne. Toi, t'es vachement ancré dans ce que tu fais et dans ce que t'es en train de produire, et t'es pas en train de réfléchir à tout ce qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'il faut avoir des équipes, c'est pour ça qu'il faut avoir de l'argent. Non, mais par exemple, si votre problématique demain c'est de gagner de l'argent, tu choisis quoi avec ce que t'es capable de créer pour ton art, comment parce qu'il faut le vendre à un moment. Qu'est-ce que tu fais ? Ok, tu veux tout miser sur le processus créatif. Qu'est-ce que toi, par exemple, là, t'aurais en tête là, de manière immédiate pour te dire, c'est ça qui va me permettre d'en vivre ? Il y a des... Alors, l'heure actuelle est un peu sombre. Mais il y en a qui ont poussé le vice à l'extrême, qui ont misé sur le mercantile et sur l'image, qui, au lieu de miser sur le savoir-faire, comme toi, tu prétends... tu vois, c'est... Le frère, ça tire à balles réelles. Non, c'est pas une critique quand je dis quand tu prétends, mais genre c'est ta sensibilité de te dire, ta création, c'est ton propos. Mais tu vois, genre, les mecs qui se disent artistes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la plupart ont davantage misé sur le faire savoir que sur le savoir-faire, la technique artistique. Et le faire... Non mais c'est une réalité. Et c'est une réalité que nous, on trouve extrêmement triste. Et dur. Et malheureusement, faut l'embrasser. On perd certaines choses. Faut l'embrasser, mais dans une certaine mesure. Tu vois, faut pas te détacher de tes propres valeurs.
Et au contraire, t'as peut-être une carte à jouer en plus. Ça peut être une force pour toi de demain de te dire, bon bah, il y a tout ça qui marche d'un point de vue mercantile, ça peut m'aider à rentrer dans le nicheux, et puis une fois que je suis implanté, bah peut-être que je peux me détacher de tout ça et de faire ça, et de diffuser autrement, et d'avoir un autre, et tu vois, de miser sur le message, et peut-être que ce sera une force pour toi. Mais il y a un moment, je pense, faut pas être aveugle et de se dire, je peux miser que sur le processus de création et de dire, je vais vivre de l'art. Mais moi je pense à un autre biais, c'est-à-dire celui de d'abord, moi j'aimerais techniquement apprendre des choses et pratiquer un métier pas très visible, c'est-à-dire pas commencer à vendre quelque chose, puis après, une fois que j'aurai acquis certaines choses, commencer à proposer un produit, mais vraiment fini, achevé, et avec tout ce que tu dis, donc tout ce qui est marketing, communication, tout ça très très solide, mais j'ai pas envie de commencer avec des petites choses à vendre, petit à petit, m'installer, puis proposer mon produit final que j'ai réellement envie de faire en fait. Ça m'intéresse pas. Ok. Enfin, par contre, tu vois, dans l'exemple que vous aviez tout à l'heure de votre amie qui fait de l'illustration ou qui en vit aujourd'hui, elle est passée par ces étapes justement de petit à petit. Alors elle est passée par beaucoup de choses, voilà. beaucoup de choses, mais... Et c'est pas inspirant, au-delà du fait, vous pouvez pas vous en inspirer de ça? Aujourd'hui, elle fait de l'illustration et elle vit de l'illustration parce qu'elle a toujours voulu faire ça. Ce qu'elle fait aujourd'hui, à partir du moment où elle a décidé de vivre de sa passion et d'arrêter de vouloir s'ancrer dans quelque chose qui n'était pas naturel pour elle, elle a accédé à quelque chose de beaucoup plus sain pour elle. Elle fait de l'illustration, c'est ce qui lui plaît, elle vit de ça et c'est très bien pour elle. Et franchement, félicitations à elle d'avoir réussi à achever ça. Mais aussi, il faut le dire, c'est que c'est une fille qui a 28 ans. Et quand tu crées un projet, quand t'en as 23 et quand t'en as 28, c'est pas la même limonade. Déjà, t'as pas la même maturité. Je pense que t'as pas le recul et la maturité. Ouais, clair. Exactement. Chips. Tout pareil. Non, mais c'est... Au-delà d'un recul et d'une maturité, il y a aussi un côté de tu n'es pas pris au sérieux par les autres, surtout quand t'es... C'est vrai ce que tu dis, parce que en gros, si t'arrives, genre par exemple, moi là, genre j'ai 23 ans, j'arrive en mode bonjour, tiens, j'aimerais, genre même dans une banque, tu vois, pour obtenir un prêt, par exemple, pour avancer ma boîte, etc. Si j'arrive en mode bonjour, j'ai 23 ans, j'ai pas du tout de situation, je veux faire avancer mon projet, mais enfin ils vont me jeter coup de pied dans le cul, tu vois, genre vraiment me dire mais tu veux quoi? Je vais sortir de la banque, même si je fais un truc crédible, ce sera pas crédible dans tous les cas. Donc je pense que dans tous les cas, si tu veux lancer un projet, avoir des financements, enfin même t'en sortir, faut avoir un minimum, et accepter de galérer. En vrai, faut être déjà installé dans la vie, quoi. Ou accepter de galérer. Faut être plus... Exactement. Ça, mais ça c'est douloureux. Hein, mais... T'inquiète, hein. On a postulé à Grand Frais, Lidl, la totale. Ouais, mais en vrai, c'est courageux, mais tu vois, mais tu cherches uniquement parce que c'est alimentaire et que ça te permet de subvenir à tes besoins. Moi, je trouve, au contraire, c'est presque une étape obligée pour, tu vois, avoir cette maturité-là. Et tu peux l'avoir, je pense, aussi bien à 28 ans qu'à 23 ans. Tous mes potes qui ont travaillé qui ont fait des jobs étudiants, qui ont galéré, qui ont bossé chez, genre, Begelstein ou je ne sais quel... Auchan, quelle entreprise, Camailleux. En fait, t'as une vision qui est complètement différente du monde en te disant, mais ça, plus jamais j'ai envie de faire ce boulot-là. Et en fait, il y a aussi un constat qui est effrayant, c'est que ces personnes, elles travaillent avec des gens plus âgés qui avaient les mêmes rêves qu'eux et qui finalement travaillent encore. Non, ça, c'est un vrai truc. Je l'ai eu au travail. Hein. Parce que parce que du coup, moi, j'ai fait pas mal de ventes pendant mes études et c'est vrai que, pas dans toutes les boutiques où j'ai travaillé, mais c'est vrai que par exemple, aux Galeries Lafayette ou même American Apparel, enfin, j'avais des collègues qui avaient déjà la trentaine, qui avaient essayé plein de projets, que ce soit de photos, de acting, enfin... plutôt du coup des trucs créatifs et qu'au final elles sont toujours en train de bosser en tant que vendeuse à genre une trentaine d'années, tu vois. Et c'est vrai que toi t'arrives genre en mode t'es en pleine étude, c'est ton job étudiant et t'arrives et tu vois ça, t'es là ah ouais mais c'est la galère comme ça, genre tu sais ça te met un peu un coup dans la face. Un gros taquet. Ouais mais c'est ça. Ah c'est sûr. Ouais bien sûr, mais du coup tu remets un peu ton parcours en question, tu vois. Attends, la Beuteux, je crois que t'avais une anecdote. Non, je disais juste ça aussi, je l'ai vécu au travail. Où moi j'arrive tu vois avec mes petites ambitions de jeune ou juste tu vois je suis petit jeune j'ai commencé ma première alternance j'avais 18 ou 19 ans, j'ai fait 5 ans d'études et 5 années d'alternance, genre j'ai connu 3 boîtes différentes et à chaque fois c'était le même schéma, hein, des personnes qui ont eu le seum d'une vie et qui te le font savoir quotidiennement, genre qui sont frustrés parce que non mais vraiment c'est des gens qui ont eu l'ambition, qui ont eu l'ambition de vivre des expériences, quel que soit le domaine, tu vois, et puis qui
devant toi te disent mais tu verras, c'est pas ça la vie, tout ce que tu prétends pouvoir faire ou veux faire, tu pourras pas. Mais sauf que ce sont des gens, tu vois, genre tellement frustrés ou nourris par les regrets, ils ont une vision ultra défaitiste des choses, et il faut surtout pas, je pense, tomber dans ce piège. De manière, le plus important quand t'as ce genre d'avis, c'est d'essayer de nuancer le propos. C'est-à-dire, genre, ce sont des gens qui forcément, à un moment, ont eu des opportunités, n'ont pas su les saisir, ou qui n'ont pas consacré assez de temps, ou juste qui se sont laissés emporter par la vie, tu vois, genre, fonder une famille, toutes ces conneries... Genre, non mais, genre... Le mariage, le divorce... Mais, ou non, mais juste, vraiment, tu vois, moi non, mais tu vois, je suis, par rapport à vous, on a le même âge, je suis le meilleur exemple. Je suis une personne qui n'a pas eu le courage de faire tous ces compromis-là, de se dire, je vais souffrir pendant un temps et je vais me consacrer au dessin, alors que c'est vraiment ce qui m'animait et ce qui me faisait kiffer quand j'étais au lycée. Et je suis parti dans des études, et c'est 5 ans, à la fin de mes études, là, je suis au chômage en ce moment parce qu'il n'y a pas d'opportunité qui m'intéresse sur ce que je voudrais faire. Sur le marché de l'emploi. Ouais, dans le milieu dans lequel j'ai fait mes études. Mais genre, t'imagines, genre, c'est 5 ans après que, genre, pendant le Covid, je me rends compte, bah, c'est pas ça qui m'anime, c'est vraiment le dessin. Et tu vois, j'ai pas eu ce courage-là. Mais est-ce que du coup, maintenant, tu regrettes ou pas d'avoir fait ce choix-là? Et est-ce que du coup, tu penses que tu vas continuer à dire... tu vois, j'aurai mon taf et à côté de ça, ça restera une passion, ou du coup tu veux allier les deux? Ça, tu vois, ça c'est pas un regret pour moi, parce qu'au final, tu vois, si à l'époque j'ai pas eu le courage de le faire, aujourd'hui j'ai la maturité de me dire, bon bah, me sens pas capable de consacrer du temps à mon art, entre guillemets, pour soit set up le niveau, ou juste communiquer à pleine balle et essayer d'avoir une chance d'être vu, et aussi de pouvoir vendre ce que je fais pour en vivre. Moi aujourd'hui, je perçois ma passion comme du temps que je consacre et du plaisir personnel, et ça me permet de pas nourrir des regrets. Mais derrière aussi, tu vois, genre si un jour j'ai une opportunité et que je sens que je peux la saisir, bah je pense que j'aurai le recul nécessaire pour me dire, bah c'est peut-être là où je vais m'épanouir pleinement, et je l'oublie pas. Faut avoir, j'ai pas l'appétence pour être autodidacte comme vous, en mode projet, à vous dire je veux pleinement me lancer là-dedans. Par contre, je pense que enfin, pour l'instant. En fait, mais vous le faites, le fait que vous tu le dises faites déjà. Que tu t'es pas assez, le fait que tu dises que t'es pas assez courageux, je trouve que c'est totalement Ouais, faux, c'est parce faux. qu'avoir pris le courage de... Parce que quand t'es jeune, t'es un peu bête. Impulsif. Et surtout. impulsif. Bah ça a pas changé avec l'âge, hein. Je te jure, je suis toujours aussi cool. Frère, on a je m'appelle choisi. la Beuteux ce soir, autant te dire que ça aide, l'âge ça aide pas pour moi, hein. C'est pas un facteur de réussite. Juste Non, pour mais ce nos qu'on veut- écouteurs, du coup, il a l'air assez mature, mais c'est pas vrai. Parce que lui, il a dit auditeur au début, mais nous, on se trompe à Non, chaque fois. c'est écouteurs. Il arrivait avec son bon français. Non, vous êtes des écouteurs. C'est des écouteurs, ok. Je vais rester là-dessus, ça me Ouais, plaît, parce ça me plaît. qu'on est mauvaise en français. Ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça très courageux d'avoir pris le parti de faire des études pour stabiliser sa situation et à côté garder sa passion. Je l'ai perdu pendant un temps. Parce Ah ouais que justement, c'est l'année dernière, j'ai commencé à parce que je voyais que mes études me plaisaient plus. Je me suis dit, il faut que je consacre autre chose, tu vois, pour tenir. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai trouvé le bon compromis entre ce que j'aime faire personnellement et le travail pour me faire vivre. Mais vous, tu vois, vous disiez, vous, c'est un échec, mais pas du tout. Déjà, vous avez l'appétence pour le faire de vous-même. Vous êtes autodidacte dans le projet. Je pense que vous êtes proactif pour réussir, pour essayer de tout faire pour réussir. Après, ce sera vos réussites, vos échecs, il n'y a que le temps qui le dira. Vous, en tout cas, vous devez surtout pas vous dire que demain ça va être ça, et que ça va être une fatalité. T'inquiète, ça doit être une pas, force. Tu vois, c'est juste aussi pour donner plusieurs points de vue, parce que je pense que t'as beaucoup de gens qui pensent de cette façon-là aussi, tu vois. Nous, on se dit pas... Enfin, en fait, moi, même si mon point de vue peut paraître défaitiste, mais je le suis pas du tout dans ma tête, tu vois. C'est juste pour exprimer, du coup, plusieurs points de vue, et surtout des trucs que j'entends assez récurrents, tu Moi, vois. j'ai aucun regret par rapport à ce que j'ai choisi de faire dans ma vie, donc... Souvent, t'as deux extrêmes. T'as les gens qui vont être dans l'échec permanent en disant c'est impossible, et t'en as d'autres qui vont naïvement penser que tu pars d'un point A et que t'as une courbe ascendante. Si tu mets juste du temps, de l'argent, du talent, tout ça, tu pars du point A et que t'auras une courbe ascendante devant toi. Alors qu'au final, la Totalement réalité, d'accord avec toi. tu peux être à un certain niveau, être au plus bas le lendemain, être au plus fort juste après, et tu vois, c'est hyper variable. Ouais, bien sûr. Et puis un jour, popper, tomber en reco YouTube et popper et avoir des millions d'écouteurs. Hein. Exactement. Non, mais on sait pas, mais de toute manière, cette émission, c'est un petit peu quelque chose qui est sorti comme ça. On Ouais. espère que ça plaît aux gens, mais on le fait un peu... Enfin, moi, c'est un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps. Mais de toute manière, il faut avoir aucun regret dans la vie. Enfin, Ouais, il bien faut sûr. pousser et Pousser, c'est le mot. Hein.
Et non, ce que je voulais dire... Ah, faut être... même les portes ouvertes, tu les enfonces. Hein. Moi, je suis droit pour ça. Ah, bah là, Ah non, mais faut pas hésiter. Non, mais je te Non. jure, tout à l'heure, vous parliez de votre vision de l'art et tout, mais genre, pour moi, il y a un moment, il y a l'argent qui va se mettre. T'as tout le temps que tu vas perdre ou gagner là-dedans. Enfin, faut clairement pas complexer. Faut aller tout droit, se prendre des murs, et des claques, avoir mal. C'est genre le meilleur moyen de réussir quelque part. Il y a un truc tout con, les vertus de enfin, genre il y a un bouquin qui s'appelle Les vertus de l'échec. C'est genre des exemples vitrines, hein, Amazon, Harry Potter, toutes ces conneries. Genre tu vois, qui étaient au plus bas et qui aujourd'hui représentent des modèles de réussite genre presque infaillibles et mais encensés. ça, moi, je suis pas d'accord, encore une fois, parce que forcément, il y a de l'échec. Tout le monde, Ah ouais? chaque personne qui a réussi a vécu des échecs. Mais aussi, les personnes qui n'y arrivent pas vivent des échecs. Ouais, donc il y a des gens qui Pour vont moi, vivre continuellement Les vertus des de échecs. l'échec, c'est sûr que c'est motivant, mais il y a une limite à ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un dicton, c'est même pas un dicton, mais c'est quelque chose que j'entends souvent, que sa passion, faut la garder à côté. Moi, je suis pas d'accord. Si je peux vivre de ma passion demain, et ben je le ferai parce que faut foncer. parce que bosser pour le truc qui m'anime le plus, c'est ce qui m'importe. Mais c'est ce qui rend heureux au C'est final. ce qui rend heureux. C'est un peu. Il faut juste pas être naïf, tu vois. Faut accepter que les coups, tu vas te les prendre, que ça va te servir de leçon sur beaucoup de choses. Et avant d'avoir des exemples de réussite, t'auras beaucoup d'échecs. Et il va falloir s'en bouffer. Après, c'est ta mentalité, si t'es capable de te tenir sur la durée. Si t'as des opportunités ou juste la chance de pouvoir subvenir à tes besoins de la manière la plus confortable possible. Bon, Ouais. mon petit labeteux, on va conclure Ce débat. ce petit débat. D'ailleurs, Qui je pense était qu'il a été super intéressant. T'as vu, je suis une vraie pipelette. On n'osait pas te le dire. Mais oui, tu parles beaucoup. Merci beaucoup, la Beto, c'était super intéressant vraiment d'avoir cette discussion avec toi. Je pense que tu as apporté beaucoup au débat parce qu'avec Cassandra, on en parlait déjà et On a c'est un peu vrai que le même point de vue, nous deux, alors que là, t'apportes un truc un peu plus différent. t'apportes un truc différent, exactement. Donc, merci d'avoir participé. Ouais. Et puis, je te laisse finir ton petit débat, Cassou. C'est Bah, toi qui l'as finir, lancé, tu le clôtures. Je clôture. Top, clap de fin, c'est terminé ton remballe. Après ce débat, on va aborder quelque chose d'autre de totalement différent. On va vous parler des M&M's. Qui sont les M&M's? Non, ce ne sont pas des bonbons, ce sont des personnes. M&M's pour Mackerel and Mackerels, parce qu'il y en a plusieurs. Petite mise en contexte. Nous habitons dans un hôtel, enfin Appart-hôtel. un appart-hôtel, exactement. Donc il y a une partie réservée aux propriétaires, la partie des déchus. Sachez-le, on est vraiment les gens les moins aimés de cette résidence. Déjà, notre propriétaire nous avait dit qu'il y avait des conflits entre les gens de l'hôtel et les propriétaires, mais nous on s'était dit, bon, on va arriver avec notre fraîcheur et notre bonne Joie de volonté. vivre. Voilà, Si connu à l'international. exactement. Et on s'est dit, bon, bah ça devrait le faire. En soi, on va être cool, poli, et puis ça devrait bien se passer. Et pas du tout. Ces gens sont vraiment pas sympas. Ils nous disent pas bonjour quand on passe devant eux. Ça nous lâche des vents, mais force Si je de peux ajouter un petit truc, juste les femmes de ménage, elles sont hyper sympas, ça fait 2 fois que je les croise et elles sont trop mignonnes. Mais en fait, les femmes de ménage sont sympas, mais quand elles sont pas avec M la maudite. Ouais, c'est ça. Alors, M la maudite, qui c'est référence? C'est la chef des M&M's. C'est la maquerelle maudite. C'est genre la chef d'M&M's. Et c'est une référence à Arthur et Minimoys. Voilà, M la maudite. Elle fait peur un Faut petit pas peu. prononcer son nom, faut pas la regarder droit dans les yeux. Sinon tu Je te fais jure. sniper, t'as un éclair qui arrive comme ça. C'est Médusa le bail. Enfin bref, donc on est vraiment avec une ambiance qui est hyper froide et les femmes de ménage, dès qu'elles sont avec la M la maudite, elles regardent trop mal Ouais. et elles nous disent pas bonjour non plus. Parce que je pense qu'il y a une pression de genre en mode quand elles sont avec elles, genre elles font faut trop bitcher machin, et moi ça fait 2 fois que je les croise, Ouais. elles sont hyper mignonnes, genre elles me disent ah bonjour vous allez bien machin. Sérieux? Ah mais meuf c'est encore tout à l'heure c'était ça. C'est incroyable. Mais parce qu'elles sont toutes seules. Ouais. Donc je pense que vraiment il y a... Les effets de groupe, c'est vraiment Ouais. scandaleux. Je pense que c'est un peu le gang, genre on déteste notre travail et on le fait sentir aux gens, tu vois. Ouais. Sauf que nous, peu cher, on y est pour rien. Ah, c'est surtout que M la maudite, c'est la réceptionniste en plus. C'est genre celle qui accueille les gens dans l'hôtel. Donc on est un peu en mode bon bah Ouais. d'accord. Et il y a un autre réceptionniste qui est un mec et lui il est Genre cool. un peu osef en fait. Lui il est cool, il s'en fout. Bon il a perdu notre courrier mais bon. Ah ouais. Parce qu'on attendait des courriers quand même relativement importants. important. Mais on les reçoit On pas. les recevra jamais. Mais je pense que M la maudite les a mangés.
T'imagines, elle a fait des incantations avec nos courriers, genre. Le soir, elle brûle nos courriers en mode. Elles ne les auront jamais. Maléfique. Et en fait, quand je suis allée chercher mes courriers, ah oui, il faut savoir autre chose, c'est que la réception ici, elle est ouverte entre 11h et midi. Ouais, Oui, c'est fermé toute la journée. le créneau est short, c'est-à-dire qu'il y a les horaires partout marqués, on est ouvert de 9h à 18h, mais que nenni, à chaque fois qu'on passait devant, on s'était fermé, donc on désespérait un peu parce qu'on avait des colis et des courriers importants qui arrivaient. Donc on était un peu en mode bon bah d'accord, on n'aura jamais notre courrier et ils ont fermé. Donc on cherchait d'autres solutions et finalement un matin je tombe pile poil dans le bon créneau. Donc t'as 1 heure pas plus pour venir. Et d'ailleurs c'est ce que je t'ai pas dit, c'est comme je suis arrivée, il était genre 11h55. Ouais, c'était Et la fin. C'était la fin et que devant moi il y a un mec qui était en checking. Le mec il m'a regardé en mode tu viens à la fin, tu sais comme quand t'es vendeur Ouais. et que t'as un Ouais, client qui arrive à... Ouais, mais quand t'es vendeur, c'est différent parce que les gens viennent vraiment acheter 600 trucs à 20h01. Genre vraiment le moment où ça ferme, Ouais, quoi. bah exactement ce regard que te lâche un vendeur quand Ouais. t'arrives à la fin, ce regard de mépris et de méchanceté. Ah, mais là, genre, ils ont travaillé 1 heure, tu vois. Genre, Ah quand ouais. t'es vendeur, t'as fait ta journée de 8 heures Non mais c'est debout. pour ça que j'ai trouvé ça un peu Ouais. bizarre, comme bon bah d'accord. Et en fait comme il y a un monsieur qui était en shaking juste avant moi, comme je me faisais chier, je regarde un peu ce qu'il y a autour de moi, donc déjà je vois que la serviette de toilette, si tu veux récupérer la serviette de l'hôtel, elle est à 34€, que le coussin de l'hôtel il est à 24€, donc des prix exorbitants pour des coussins et des serviettes Ouais. moches. Mais c'est surtout que, genre, en mode, c'est pas comme si c'était, genre, tu sais, quand tu vas, je sais pas, dans un hôtel de fou, un palace, encore, why not, tu veux avoir un souvenir, mais genre, Ouais. ici, Non. non. t'as pas envie d'avoir un souvenir. Et surtout ce qu'il faut savoir c'est que cet hôtel résidence est 4 étoiles. Ouais. Mais 4 étoiles filantes. 4 étoiles, voilà. Tu vois. C'est vraiment les étoiles, on sait pas où elles sont bien cachées. Et donc je m'arrête lire les règles de la résidence qu'on n'avait pas reçues par la proprio. Donc je m'arrête et je lis quelque chose et je suis choquée par Je dirais même plus. une clause. outrée. Outrée. Choquée par une clause. Donc vas-y Kassou, lis-la nous. Les appartements et locaux dépendent de l'ensemble immobilier ne pourront être occupés que bourgeoisement par des personnes de bonne vie et mœurs. Donc déjà, je ne rentre pas dans la première règle. C'est le premier truc qui est dit dans cette charte. C'est le... Tu dois être bourgeois et de bonnes mœurs. Voilà. Donc sachant que nous sommes en colocation et que nous faisons la fête, je pense qu'on peut se faire Bah. expulser. Après, on fait la fête, mais il faut savoir que personne... Enfin, on est tout seul dans l'immeuble. On est dans un Tout le monde immeuble habite, vide. ouais, c'est ça. On est dans Il un est immeuble désert. fantôme. Ouais, c'est un peu Donc- badant par moment. Ouais, ça, je me dis pour le bruit, genre Osef, je pense qu'on s'en fout. Mais c'est juste, franchement, cette règle... Enfin, déjà, qu'est-ce qu'une bonne mœurs, en fait, tu vois. Genre, au-delà de ça... Ouais. Bah, Genre, ça enfin, dépend l'époque, mais là. Ouais, mais d'accord. Mais une bonne mœurs, je pense qu'en 1500 ou en 2020, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, genre. Enfin, j'ai pas ce qu'ils. En fait, j'aimerais bien savoir ce qu'ils entendent par là. Ouais, c'est vraiment ouf. Parce que j'ai peur que ça dérape sur des choses vraiment bressons, tu vois. Parce que Ouais, bonne mœurs, ouais. ça peut être très. Un peu homophobe, Ouais, raciste, Ouais. etc. ouais, genre vraiment c'est- le package. J'ai quasiment Je sûr. trouve ça vraiment honteux, quoi. Parce qu'en gros, tu pars en vacances, tu peux pas être en ton Je claquette, jure. tu vois. C'est-à-dire Parce que que nous, tu es on en habite vacances ici, bourgeoisement. donc, ouais. Ouais, c'est Je scandaleux. trouve ça scandaleux. Donc on se rend compte que l'hôtel faut l'occuper bourgeoisement, mais il n'est pas nettoyé bourgeoisement. Et anecdote assez drôle, parce que du coup, quand on dit hôtel fantôme, c'est vraiment hôtel fantôme. J'ai dû descendre au 3e étage parce que j'ai fait tomber un truc sur le toit. Normal. Voilà, Une journée normale. dans une notre journée normale dans notre vie. Et en gros, au 3e étage, il y avait vraiment, tu sais, comme dans le western, tu sais, les pelotes de poussière qui faisaient. En fait, c'est ça. Vraiment, ça fait trop peur. C'est vide, c'est sale. Genre, il y a 4 femmes de ménage, il y a personne, Ouais. et les couloirs sont dégueux. Ouais, non, mais vraiment, tu sais, ça faisait vraiment, pour les gens qui sont fans, un urbex. J'avais vraiment l'impression d'être dans un urbex. Le couloir, il est immense, long, il n'y avait pas de lumière. Explique ce que c'est un urbex pour ceux qui savent En gros, pas. pour ceux qui savent pas, un urbex, c'est quand tu vas visiter des lieux abandonnés, ce genre de choses. Et vraiment, j'étais dans le... Mais souvent, c'est un peu un mood de vidéo assez sombre, un peu flippante. Et genre, vraiment, là, je me suis dit, ah ouais, vraiment, on a level up là de l'urbex. Genre, je suis arrivée, les pelotes, elles ont fait... J'ai senti des courants d'air et tout, j'ai fait, waouh, je suis où? C'était trop drôle. Enfin, c'était drôle et Il pas faisait drôle. chaud, c'était en pleine journée, elle a eu un petit frisson Ouais. dans le dos. J'ai senti un petit guili dans ma nuque. C'était Vraiment. Jean-Luc de la dernière vidéo. Ah, mais Podcast, vraiment. pas vidéo. Donc après, on a fait des petites recherches sur l'hôtel et on est tombé sur des commentaires. Et Cassandra nous a fait une petite sélection
d'un florilège de commentaires et c'est pépite. C'est pépite. Donc on va commencer par notre cher ami Kevin. Kevin qui a séjourné il y a 3 mois. Non, en gros peu cher. Je vous lis son commentaire du coup parce que comme ça vous avez la réponse après et c'est assez drôle. Donc Kevin qui dit une pourriture, virgule. Il n'y a pas d'autre mot. Réservation faite pour 2 jours, du 7 au 9 août. Une fois arrivé sur place, après un petit trajet, une dame très, il y a 3 traits, hein, désagréable nous dit qu'elle a donné notre chambre car les autres voyageurs restaient 1 semaine alors que nous seulement 2 nuits. Ça c'est M la maudite. Ça c'est M la maudite. Signé M la maudite. Notre réservation est donc annulée et la dame ne peut rien y faire, à fuir, sauf si vous voulez galérer à demander le remboursement et vous mettre à la recherche d'un autre hôtel à 16h. Peu cher du coup, il avait réservé, il s'est fait tège. Wow. Et nous avons la réponse de... M la maudite, elle est savage. Je te jure. La réponse, là, il signe le responsable administratif. On sait pas qui c'est. Voilà. Celui qui répond aux commentaires, mais il y a de la punch. il y a Du de la coup, punch de ouf. Il nous répond à Kevin. Alors, bonjour. Merci de justifier vos écrits et si vous êtes capable de vous exprimer avec un minimum d'éducation. Point. Donc il le clash sur sa façon de parler. Et vraiment, c'est terrible, quoi. Alors Kevin, il arrive. On lui donne pas de chambre. On lui dit on peut rien faire. Et après il met un commentaire et on le clash. Et après on lui dit qu'il est con. Ah ouais. On le clash sur sa façon d'écrire. Vraiment. Mais après on sait pas hein, qui c'est. Qui répond ça on sait pas. Ouais, on sait pas qui est qui. Ouais. Mais je pense que ça doit être eux dans tous les cas. Deuxième commentaire. Ensuite nous avons Francisco. Qui dit que son appartement était très mal entretenu, pas propre, prix trop élevé par rapport à la qualité. Ce qui est en soi plutôt vrai. On n'a pas vu les apparts de l'hôtel, mais on peut ouais, juger sur la qualité vraiment, du ménage. Sur la qualité du couloir. Et il lui répond « Bonjour, merci pour votre point de vue, sauf que vous avez oublié de préciser que votre budget limité étant respecté, nous ne faisons pas de remise pour vous permettre d'avoir une location plus grande, par respect pour nos clients honnêtes et pas pour vous. » Ouais. Mais en fait, ça n'a même pas de sens qu'il répond. En gros, il répond juste à chaque fois « Vous êtes pauvre. pauvre et vous êtes con. » Genre, et comme vous êtes pauvre, vous méritez pas le meilleur ça. service. C'est tellement scandaleux. Surtout que là, il clash sur la propreté. Enfin, le client dit c'est pas propre, et lui répond t'es pauvre. Ouais. Du coup, si t'étais riche, j'aurais fait le t'aurais ménage. un truc propre, mais là, comme t'es pauvre, non. C'est vraiment des bâtards. Et on va finir avec. Non, on finit pas. Ah non, il y en a là, il y en a un très court de Sébastien. Ça va bien. Alors, qui dit lui, résidence très décevante, très sale, très mal entretenue, soi-disant 4 étoiles, mais ça n'en vaut peut-être... Franchement, les gens savent pas écrire. Hein. Mais ça n'en vaut peut-être une grâce aux 2 piscines. Personnel de réception incompétent, point. Et la petite réponse courte et efficace du propriétaire. Merci pour notre personnel et les personnels qui ont classé l'établissement probablement également incompétents. Donc en fait ils assument eux-mêmes qu'ils sont incompétents, qu'ils méritent pas 4 étoiles. Là c'est une tentative de second degré qui a échoué. Ouais. Et maintenant le meilleur pour la fin, Yannick. C'est pas Yannick Noah, cherchez pas sur le profil de Yannick Noah sur Google. Alors Yannick qui dit... En gros, il y a eu un échange de punchline entre Yannick et la direction. Du coup, là, je vous lis un peu le dernier échange qu'il y a eu, parce que le reste a été supprimé. Qui dit merci pour le retour, monsieur la direction. Ce sera mon dernier message, car vous ne m'intéressez pas du tout. Je vous retourne le compliment pour le courage, parce qu'en gros, la direction clashait Yannick sur son manque de courage. Je ne sais pas par rapport à quoi. Mais bon, anyway... On est vraiment déçus que ces messages se soient perdus parce que je pense que c'était le meilleur échange de 2020 sur Google, vraiment. Donc, je vous retourne le compliment pour le courage. 5 petits points dont vous faites preuve pour répondre à l'ensemble des avis négatifs en justifiant le côté financier. Et votre mépris pour des personnes honnêtes qui viennent juste passer des vacances dans vos établissements. Je plains franchement votre personnel, vous êtes pathétique. Bonne soirée et cordialement. Alors là, il nous a fait un mic drop, le Yannick. Ouais. C'était propre. Sauf que la direction n'a pas accepté que ça se termine ainsi et a répondu au message de fin. Bonjour, monsieur. Effectivement, votre stratégie de mettre volontairement un masque contre le Covid attaché soigneusement autour du téléphone, donc ça c'était précédente embrouille dont on sait pas exactement pourquoi, et ayant pris le temps de déposer soigneusement vos bagages et ensuite de descendre pour avoir un remboursement qui vous a bien sûr été refusé. Je vous remercie d'être resté dans l'établissement que vous dénigrez autant et montre bien votre petite personne avec votre très
petit niveau intellectuel. Je vous confirme qu'un hôtel F1 vous correspond énormément, car il respecte votre budget qui est votre priorité, et surtout je vous interdis formellement de venir dans notre établissement, et je vous interdis de juger le personnel qui y travaille. Drop the mic, la direction. La direction, elle a cru qu'elle pouvait donner des interdictions. Non mais en fait, la direction, je pense qu'il faut s'inscrire à un rap Rap contenders, Contenders, parce que là, vraiment, je pense qu'il Il y a du y a level. un petit besoin de défoulement. Il y aura toutes les punches du monde et la direction elle sera là. Mais ouais, mais t'es pauvre. Donc voilà, on va fermer le débat sur les M&M's. Donc on va vous faire les recommandations de fin de podcast. Tu veux C'est- pas commencer? Ouais, vas-y. Alors, je vais vous recommander une petite application. Alors, parce que en ce moment, c'est Corona, c'est dur. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et c'est l'application Give, qui s'appelle, qui s'écrit G-E-E-V. Et c'est super bien parce que c'est des trucs gratuits. Il y a de la nourriture dessus. Il y a aussi plein d'objets, plein de trucs. Vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez aussi demander si vous avez besoin d'un truc en particulier et que vous n'avez pas d'argent. En gros, c'est grosse appli de la Maxi Haze, tu vois. Genre vraiment, si t'as pas d'oseille, télécharge cette application, c'est trop bien. Et du coup, il y a des gens des fois qui donnent un max de bouffe. Genre, ils vont donner 10 sachets de pâtes. Enfin, en plus, tout ça se mange à l'infini, les pâtes. On n'a pas compris pourquoi ils donnaient autant à certaines personnes. Ouais, il y a vraiment beaucoup de dons. Et du coup, c'est hyper intéressant quand t'as pas d'argent ou si t'as un maxi gratteur aussi, hein, c'est pas grave. Et moi, je vais vous recommander la BD de Si. Je précise que Si, je la connais pas personnellement. C'est juste quelqu'un que je suis sur internet et que je trouve très très cool. Donc au-delà de sa BD, je vous recommande son Insta où vous pouvez voir toutes ses illustrations. Et la BD s'appelle Radium Girl. Elle l'a réalisée entièrement au crayon de couleur. Donc c'est une technique qu'on voit très peu en BD, donc c'est très très beau, moi je trouve. Elle a en plus une gamme de couleurs qui est très restreinte. C'est vraiment sublime. Et ça parle d'un groupe de femmes qui faisaient de la peinture au radium. Et donc peinture au radium dit que ça va pas forcément très bien se finir pour elles. Bien radioactif. C'est bien chimique comme il faut et c'est des choses dont on n'était pas au courant à l'époque. Et grâce à ces femmes, il y a des choses qui ont avancé dans le milieu médical et aussi dans la législation américaine. Donc voilà. On vous souhaite une très bonne fin de soirée ou une fin de journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours par rapport au débat et si vous avez des questions. Et si vous avez kiffé aussi le format débat avec un invité. Voilà, parce que ça va revenir incessamment sous peu sur la chaîne. Et voilà, la bise. Cordialement.